Bien, chers collègues, je propose qu'on recommence. Cette matinée bien chargée. Et donc maintenant, on va continuer. Ah, pour s'inscrire. Ah, d'accord, pardon. On va continuer avec l'audition de M. Alain Deserre, directeur adjoint de la branche des études de politique économique de l'OCDE, sur les questions de conjoncture économique. On poursuit ainsi notre cycle d'audition de conjoncture économique après l'audition, je vous le rappelle, du gouverneur de la Banque de France il y a quelques semaines et celle ce matin du directeur général de l'INSEE. L'OCDE a eu l'occasion de publier en mars ses perspectives économiques intermédiaires dans lesquelles elle considère que nous sommes dans une période de reprise économique fragile à l'échelle mondiale. Monsieur le directeur, nous vous écoutons. Merci. Très bien. Merci et bonjour à tout le monde. Ce que je pensais faire, c'est juste, comme on a maintenant les chiffres complets pour 2022, c'est donner un aperçu d'où on en est, où ça nous amène par rapport un peu à ce qu'on prévoyait quelques mois auparavant. Parler un peu au niveau global et pour les trois principales zones, Asie, États-Unis, zone euro. Et puis, donner un peu quelques mots sur les forces un peu qui soutiennent la tendance de l'activité, ce qu'on peut parler d'amélioration d'activité. Quelques mots sur les principaux risques. Et puis après, quelques implications pour les politiques publiques, politiques macroéconomiques. Donc, la croissance, là, c'est pas nouvelle, la croissance mondiale a ralenti pour s'établir à 3,2% en 2022. C'est un ralentissement quand même assez net par rapport à 2021 parce qu'on était sur du 6%. Et c'est évidemment bien en deçà de ce qui était attendu en début d'année. Et effectivement, de là, sans surprise, ça reflète essentiellement l'impact de la guerre en Ukraine, la crise du coût de la vie et le ralentissement aussi de l'activité en Chine. Maintenant, des signes un peu plus positifs ont commencé à apparaître au point où, par rapport à nos projections disons, de novembre dernier, on pense être sur un profil un peu plus favorable. Ce que ça reflète, c'est un début d'amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs. Évidemment, la baisse des prix des produits alimentaires et de l'énergie plus rapide un peu que ce qu'on aurait pu anticiper et la réouverture complète de l'économie chinoise. Donc, ces facteurs-là jouent tous. Mais bon, il faut souligner que ces signes-là ne sont pas uniformes à travers les grandes régions. Et effectivement, comme vous le disiez, le constat est celui d'une reprise fragile, avec des risques qui sont peut-être un peu moins orientés en net vers le bas, mais qui restent tout de même, qui sont tout de même pas équilibrés. Quand même plus des risques à la baisse qu'à la hausse. Donc, la croissance mondiale, on devrait rester inférieure à son niveau tendanciel en 2023 et 2024, avec des taux de croissance de 2,6 et 2,9 respectivement, alors que ce que ça reflète, entre autres, c'est le resserrement des politiques monétaires et aussi un peu, dans une moindre mesure fiscale, qui continueront de produire leurs effets. Donc, continuons à ralentir par rapport à 2022, un peu plus faible en 2023, un peu plus et là, une stabilisation, en fait, en 2024, légère reprise, mais nettement moins de ce qu'on est habitué de voir pour des taux de croissance globaux. Si je prends les grandes régions, aux États-Unis, la croissance devrait continuer à ralentir à 1,5% en 2023 et moins de 1% en 2024. Et là, essentiellement reflétant la politique monétaire un peu plus agressive, modérant les tensions liées à la demande. Dans la zone euro, la croissance sera également modérée en 2023 par rapport à 2022, mais les effets de la baisse des prix de l'énergie et de la baisse de l'inflation devraient aider la croissance à s'accélérer en 2024. Donc, un peu un rebond en 2024, un profil un peu différent pour la zone euro, donc 0,8 en 2023 et 1,5 en 2024. La différence par rapport aux États-Unis, c'est que le creux, dans le cas de la zone euro, arrive un peu plus tôt, en 2023. On est peut-être en train de le vivre. Et donc, sur une base annualisée, ça fait un profil qui est plus creux en 2023, plus faible en 2023, mais avec une amélioration, un effet de glissement qui ferait en sorte qu'on aura 2024 un peu plus fort, alors qu'aux États-Unis, on est sur un ralentissement plus continu. Mais je dirais qu'un profil assez similaire à celui de la zone euro est prévu pour la France, avec des taux de 0,7 en 2023 et 1,3 en 2024.
Donc des taux qui restent relativement faibles, hein, mais en légère amélioration. Excusez-moi, je n'ai pas entendu pour en 2023. 0,7 Merci. et 1,3 en 2024. On est en train de les réviser, on est en plein exercice là et c'est de ce que je peux voir, ça ne va pas bouger beaucoup, ça sera peut-être un peu mieux chaque année, peut-être de l'ordre 0,8 et 1,4, hein, mais ça va rester un peu dans la même fourchette. On attend une bonne reprise de la croissance en Chine à 5,3 cette année, en 2023, et près de 5 en 2024. Ça, quand même, ça se compare au maigre 3 qu'on avait en 2022. Et donc, l'effet de la Chine fait que les résultats dans les pays émergents d'Asie devraient rester relativement solides. Un mot sur l'inflation globale dans le sens de headline ici, hein, diminue, mais l'inflation sous-jacente demeure élevée sous l'effet des fortes hausses de prix des services, de l'augmentation des marges dans certains secteurs et des pressions à la hausse exercées sur les coûts par la situation tendue des marchés du travail. Donc, on a une diminution de l'impact sur l'inflation de ce qui avait été un des facteurs à la source, c'est-à-dire la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières. Mais entre-temps, disons que les effets d'inflation se sont déplacés vers d'autres secteurs, vers les services, et donc il y a une certaine résistance là, dans l'inflation sous-jacente qui empêche les politiques d'être relâchées trop rapidement. Ceci dit, l'inflation devrait se modérer progressivement, tout en restant supérieur aux objectifs des banques centrales jusqu'environ au second semestre de 2024. Donc, vers la fin 2024, on devrait être de retour vers des taux d'inflation qui sont assez proches de ce que les banques centrales visent en général. Donc, un mot sur les forces qui soutiennent un peu l'amélioration de l'activité qu'on voit venir là, dans les mois et l'année, les 18 mois à venir, hein. Évidemment, d'abord, les prix de l'énergie, hein, en particulier gaz et pétrole, sont bien redescendus par rapport à leur pic de l'an dernier, même s'ils restent assez largement au-dessus de leur niveau d'avant-guerre. Et comme on peut le voir, souvent les tensions peuvent revenir là on va le voir sur le marché du pétrole, les prix à la pompe sont à la hausse à nouveau. Mais quand même, cette redescente par rapport au pic, c'est une atténuation du choc d'offres et de pouvoir d'achat qu'on avait pu voir l'an dernier. Deuxième facteur, la réouverture de la Chine. C'est susceptible d'avoir un impact positif sur la demande globale, bénéficiant d'abord l'Asie, qui pourrait retrouver du coup des couleurs après un coup de mou un peu en fin 2022, mais éventuellement aussi l'Europe et l'Amérique. Donc, effet sur le côté de la demande. La réouverture de la Chine peut aussi contribuer à réduire davantage les tensions sur certaines chaînes de valeur ou de production et donc relâcher un peu les contraintes d'offres, mais pas juste en Chine, mais dans l'ensemble des pays qui dépendent des chaînes de production en Chine. Et donc atténuer les pressions inflationnistes sur certains produits. Ces deux phénomènes ensemble, hein, la rechute des prix de l'énergie, la réouverture de la Chine, peuvent en partie expliquer la remontée que l'on constate déjà dans les indices de confiance des ménages et des entreprises, hein. Depuis le début de l'année, on a vu une remontée. Là, peut-être que ça stabilise un peu avec les turbulences financières, je pourrais y revenir, mais on avait une tendance là, qui était nettement plus favorable et dans certains cas, on arrive au point où plus de la moitié des firmes s'attendent à une augmentation de leur activité. Aussi, un autre facteur, c'est que le marché du travail reste très dynamique à peu près partout, avec enfin, je dirais, des effets positifs sur les salaires, même si pour beaucoup de travailleurs, la majorité, on va dire, le salaire reste en décalage un peu par rapport aux hausses de prix. On ne constate pas encore beaucoup, de manière très massive, des hausses de salaire réelles. On est plutôt sur du négatif. Mais on sent que le rattrapage est en cours et que ça pourrait éventuellement s'inverser. Il y a aussi encore une marge d'épargne chez beaucoup de ménages qui peut contribuer à maintenir la consommation, notamment incluant en France. Pour ce qui est du côté de l'inflation, la baisse des prix de l'énergie et des matières premières devrait continuer à se refléter dans les mois à venir. Donc, on s'attend, comme je disais, à une baisse de l'inflation globale. Entre-temps, la hausse plus soutenue des prix s'est généralisée à l'ensemble des biens et services. C'est la raison pour laquelle l'inflation sous-jacente reste élevée
et mettra un peu plus de temps à redescendre. Et surtout, fait en sorte que les banques centrales ne peuvent pas trop rapidement rebaisser les taux d'intérêt. Un mot maintenant sur les principaux risques. Hein. Ça, c'est un peu la tendance, notre scénario un peu central. Bon, l'amélioration reste fragile. Les risques restent orientés à la baisse. Et les principaux risques, bon, un, c'est l'incertitude qui entoure évidemment l'évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences dans leur globalité restent un sujet de préoccupation majeure. Et surtout, en particulier, ça pourrait reconduire à des tensions qui pourraient réapparaître sur les marchés mondiaux de l'énergie, se traduisant par une nouvelle flambée des prix, une augmentation de l'inflation. Aussi, une forte remontée de l'activité en Chine et en Asie, qui d'une part est une bonne nouvelle à la fois pour la demande globale et aussi pour certains facteurs d'offres, peut quand même aussi créer des tensions sur le marché du gaz et du pétrole. Et dans le cas du gaz, affecter l'Europe davantage que l'Amérique ou d'autres régions, parce qu'on est plus vulnérable à cause d'une plus grande vulnérabilité aux approvisionnements en gaz. Un risque relié, évidemment, c'est une nouvelle détérioration aussi de la sécurité alimentaire dans les économies émergentes et en développement. Malgré les baisses récentes, là aussi, les prix des denrées alimentaires et des engrais restent bien au-dessus des niveaux observés avant la pandémie et avant la guerre. Et les marchés, ces marchés alimentaires restent vulnérables à des nouvelles perturbations sur les expéditions de céréales, notamment en provenance de l'Ukraine, mais aussi aux phénomènes météorologiques extrêmes qui ont tendance à devenir plus fréquents. Troisième facteur de risque, c'est aussi les tensions liées au commerce. On voit que la couverture cumulée des restrictions à l'importation imposées, par exemple, si on prend juste les économies du G20, continue d'augmenter. Et même plusieurs pays qui sont non membres du G7 ont introduit de nouvelles restrictions à l'exportation aussi de denrées alimentaires. Donc, il y a non seulement des restrictions côté importation, mais aussi on commence à avoir plus de restrictions côté exportation qui ont leurs effets et leurs coûts, qui se traduisent par une baisse de l'activité du commerce avec des impacts sur l'économie. Et finalement, une autre préoccupation majeure, mais qui est difficile à évaluer, c'est la force de l'impact des changements de politique monétaire, parce qu'on a eu une longue période de faible taux d'inflation, et donc on n'a pas connu ce genre de regain. Et là, on redécouvre des mécanismes par lesquels la politique monétaire s'opère, et là, peut-être avec un effet particulier des récentes turbulences qui se sont produites parmi les banques américaines, mais aussi quelques banques européennes, et qui pourrait avoir un effet plus rapide, plus abrupt, on va dire, sur le ralentissement via le canal de prêts aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises. On voit déjà des signes que les banques ont nettement resserré les conditions de prêt aux petites et moyennes entreprises en réaction un peu à ce qui s'est passé sur les turbulences financières là, suite aux difficultés de certaines banques. Et donc, ce qui pouvait sembler frapper davantage les ménages en termes d'impact de la politique monétaire, maintenant pourrait avoir un impact plus important sur les entreprises. Et juste quelques mots pour terminer sur les implications. Donc déjà, pour donner suite sur les politiques monétaires, disons qu'en l'état, on reste sur l'idée que les banques centrales doivent, disons, terminer un peu le travail en termes d'ajuster les taux d'intérêt pour être certain, juste être certain que l'inflation suit vraiment le profil qui ramène les taux d'inflation près des objectifs des banques centrales. Maintenant, effectivement, si on constate un resserrement plus rapide des conditions financières, c'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus difficile pour les ménages, mais surtout pour les entreprises d'avoir accès à des prêts, notamment suite à ce qui s'est passé là, sur les banques, ça pourrait conduire à ce que les taux d'intérêt n'aient pas besoin d'augmenter autant que ce qui aurait été le cas précédemment, ou qui puisse amorcer une baisse plus rapide que ce qu'on aurait, nous, prévu dans nos prévisions.
Pour les politiques budgétaires, on s'attend aussi à un resserrement, mais relativement modeste. Et le resserrement reflète essentiellement le fait que la baisse des coûts de l'énergie ouvre une fenêtre pour un peu ralentir les mesures là, de soutien aux ménages, aux entreprises. Mais on prévoit quelque chose qui soit relativement modéré et graduel en termes de ramener les déficits vers des niveaux plus compatibles avec la soutenabilité des finances publiques. Donc, si vous me permettez, Monsieur le Président, je m'arrêterai ici. D'accord. OK. Merci beaucoup, Monsieur Deserre. Je vais pour ma part vous poser quelques questions et réactions. Le CDE juge dans son rapport sur les perspectives économiques que l'amélioration reste fragile, vous venez de le dire, et que des tensions pouvaient réapparaître sur les marchés mondiaux de l'énergie et se traduire par de nouvelles flambées de prix. De ce point de vue, considérez-vous que la France se distingue par une situation particulière ? Est-ce que les risques mondiaux ont-ils dans notre pays une traduction différente de celle par laquelle ils se manifestent dans les autres pays de l'OCDE? Donc ça, c'est une première question. D'ailleurs, j'observe, par rapport à ce que vous venez de dire, vous venez de décrire, je suppose, une tendance à l'échelle mondiale qui est l'idée que le marché du travail reste très dynamique. On a vu tout à l'heure avec l'INSEE que en France, il y avait une baisse de création d'emplois attendue pour 2023, y compris du chômage stabilisé. Alors, est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il y a une différenciation entre ce qu'on voit au niveau mondial, voire européen, et ce qu'on voit en France, ou est-ce que, quand vous parlez de marché du travail très dynamique, ça inclut malgré tout une baisse de création d'emplois? Vous évoquez le risque que les prix de l'énergie s'envolent de nouveau lors de l'hiver prochain. Dans cette hypothèse, est-ce que les prévisions de croissance pour 2024 seraient-elles à réviser? Dans quelle proportion? Et enfin, pour parler de la question de l'inflation, on voit bien qu'à une inflation due à l'augmentation des prix de l'énergie se substitue progressivement une augmentation que moi j'appellerais prix-profit et non pas due au salaire, ou d'autres appelleront maintien des marges des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, au fond, que cette inflation, et notamment qui se traduit par l'inflation sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas de risque que finalement ça devienne quelque chose de plus endémique dans les années à venir que ce que vous décrivez, avec évidemment dans ces cas-là, vu les secteurs impactés, des problèmes qui pourraient devenir un problème de la demande, de politique de la demande très forte, notamment avec la hausse des taux d'intérêt que vous avez décrits, qui peuvent impacter sur la question de l'immobilier. Voilà pour ma part, pour les questions que je voulais vous poser. Et je passe la parole au rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour votre exposé. Merci de nous rappeler dans votre rapport que la France n'est pas unie. Je trouve que c'est un rappel essentiel. Vous saluez, je vous cite, les mesures prises en 2022 pour amortir l'impact de l'inflation sur les ménages et les entreprises qui ont permis d'atténuer les baisses de revenus réels, en particulier sur les ménages les plus pauvres. Donc, je crois que c'est effectivement ce que nous avons fait en France. Vous préconisez également, dans le cadre de votre politique structurelle, une relance des réformes réduisant les contraintes sur le marché du travail tout en stimulant la productivité. Donc, est-ce que là aussi, ce que nous faisons en France vous paraît aller dans le bon sens? Et puis, je voudrais saluer le fait que vous avez rehaussé, vous aussi, votre prévision de croissance pour la France en 2023. On n'est plus très loin des 1% qui est notre hypothèse de base. On n'y est pas, mais en tous les cas, je vois que comme la Banque de France, comme le FMI, vous avez rehaussé vos prévisions de croissance. J'ai, Monsieur le Directeur, 4 questions. La première sur la politique industrielle. Il y a aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, je pense évidemment à l'Iran pour les États-Unis et l'Europe, une compétition dans le soutien aux investissements. Quelle est votre vue là-dessus? Est-ce que ce n'est pas en train de créer des barrières à l'entrée entre les différents pays? Ma seconde question touche les piliers 1 et 2 donc de la réforme fiscale mondiale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire où on en est aujourd'hui sur ces deux sujets? Troisième question, l'OCDE, votre rapport observe que le resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales suit un cycle particulièrement rapide en comparaison des précédents épisodes
de hausse des taux d'intérêt. Quelles sont, selon vous, la pertinence de ces décisions de politique monétaire, les perspectives en la matière et les résultats obtenus via les canaux de transmission dont vous observez le fonctionnement? Est-ce que là aussi, on ne va pas un peu trop vite dans cette politique financière? Et enfin, on entend tout et son contraire sur la situation de l'économie russe. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu? Vous avez des éléments dans votre rapport, mais peut-être revenir dessus. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le directeur adjoint, pour réponse. Merci. Je vais essayer de répondre du mieux possible à toutes ces questions très pertinentes. Dans quelle mesure la France est un peu différente? Effectivement, le profil est assez similaire en France et par rapport aux autres pays de la zone euro, mais avec des différences quand même assez importantes. Une notamment est le fait que l'investissement a été plus soutenu en France comparativement à la consommation. Ça a été un des facteurs qui a permis de soutenir la croissance davantage que ce qu'on a vu dans beaucoup d'autres pays. Là où la faiblesse de l'investissement reste un peu une énigme, la faiblesse persistante et qui remonte à pas mal d'années reste un peu une énigme. Vous avez mentionné la question de l'énergie aussi un peu différente. Évidemment, le mix énergétique de la France est différent de ce qu'on retrouve dans les autres pays européens, notamment l'Allemagne. Ceci dit, la vulnérabilité de l'impact au coût de l'énergie, on l'a bien vu. Il n'y a pas il reste assez élevé, même si le mix énergétique qui repose largement sur le nucléaire, malgré les problèmes, fait qu'il y a un impact qui est un peu moins marqué. Mais bon, c'est pas une différence qui est totalement fondamentale. L'impact sur le revenu des ménages a été sensiblement le même en France qu'ailleurs dans les autres marché du travail. Effectivement, la France se démarque un peu, notamment parce que le taux de chômage n'a pas baissé peut-être autant qu'ailleurs. Il n'y a pas qu'en France qu'on s'attend. Je parle d'un marché du travail qui reste dynamique parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours plus de postes ouverts que de chômeurs, on va dire, que de demandeurs d'emploi, on va dire, dans beaucoup de pays, même si le ratio s'est un peu resserré. Donc, dans ce sens-là, on parle un peu moins là maintenant de pénurie, même s'il y en a encore localisé dans certains secteurs. Mais on s'attend aussi ailleurs, aux États-Unis, là où les marchés sont très dynamiques, d'autres pays, à un ralentissement de la croissance de l'emploi, sous l'effet du fait du ralentissement économique qu'on observe là depuis par rapport à 2022, 2023, en allant en 2024. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'autres pays, ça se passe à un niveau de taux de chômage qui est plus faible qu'en France. Je vais passer à vos questions, revenir à vôtres si j'en ai oublié. La politique industrielle. Effectivement, on voit un regain là d'utilisation et des subsides, de l'utilisation de subsides. Dans le cas des États-Unis, c'est un peu le reflet. On sait qu'il y a une grosse emphase, et c'est tant mieux, sur la décarbonation de l'économie et donc les enjeux climatiques, et une bonne partie du programme de relance ou de soutien à cette transformation vers une économie plus faible en carbone passe non pas par des prix sur le carbone aux États-Unis, mais essentiellement par des subventions. Bon, ceci dit, le niveau de subvention, il est aussi élevé en Europe. C'est pas, ce qui est un peu problématique potentiellement pour les questions de commerce, c'est certaines clauses qui imposent des contenus domestiques, et je pense que c'est plus là que se jouent les questions commerciales, même si, de manière générale, à l'OCDE, on suit la question des subventions parce que elles-mêmes peuvent contribuer à de la surcapacité. On l'a bien vu dans certains secteurs avec les subventions massives de la Chine à certains secteurs, notamment l'acier, qui ont construit des surcapacités qui finissent par être des distorsions au commerce et à la production mondiale. Est-ce qu'on en est on n'en est pas là mais ça pourrait être un risque si
à coût de subvention, on cible des industries particulières pour finalement aboutir, encore une fois, à des surcapacités et qui... en même temps, quand on pense au climat et à la transformation économique, quand des subventions permettent, ou d'autres mesures permettent de développer des marchés pour des nouveaux produits, des nouvelles technologies qui vont contribuer à la transformation, il y a là un élément qui n'est pas nécessairement néfaste ou à rejeter. Il y a, dans certains cas, la politique publique ou les pouvoirs publics pouvant aider à développer, et on l'a vu en fait dans l'éolien et le solaire, que dans bien des cas, les pouvoirs publics ont permis à cette expansion, de création de marché, expansion qui du coup fait baisser les coûts et qui fait que ces produits-là sont maintenant compétitifs. Donc c'est un équilibre délicat. Hein. Il n'y a pas de recette magique pour décider quelle est la bonne politique industrielle, quelle est la moins bonne. Mais effectivement, tout ce qui entraîne directement des distorsions sur le commerce risque d'avoir des effets sur les coûts, ultimement, et aussi sur l'inefficacité des dépenses publiques, et donc un peu de gaspillage. Vos autres... Ah oui, sur la taxe, je dois avouer que je ne suis pas directement ce dossier. Ce que je peux dire, je pense, c'est que des deux piliers, le pilier qui consistait à avoir un taux minimum, je pense que il n'est pas complètement adopté, mais il est en bien meilleure position que l'autre pilier où là, il continue à y avoir des discussions et des désaccords sur certaines modalités et ce n'est pas du tout certain que ça va se traduire, que ça va être adopté. Celui qui continue à réallouer un peu les recettes de taxation. Vous pouvez me rappeler vos troisièmes? Ah, Russie, malheureusement, j'ai très peu à vous dire parce qu'on a des chiffres. Hein. Je peux vous dire les chiffres qu'on avait dans nos prévisions, mais vous les avez peut-être. Hein. Là, je n'ai pas là-dessus. C'est possiblement l'objet d'une des prochaines réunions de notre comité des politiques économiques et donc dans notre prochaine livraison des prévisions économiques. Il est possible, dépendamment évidemment de cette discussion, qu'on en ait un peu plus là-dessus. Mais autrement, je ne saurais pas vous dire. Et je ne sais pas si on a une bonne vision, une bonne mesure sur la Russie. Et vous aviez peut-être un dernier point? Oui, le resserrement de la politique monétaire, ben c'est ça. Comme je disais, c'est... Je pense que ce qui s'est passé au niveau des banques, là, des banques américaines, peut-être finalement ça aurait été un bon... comment dire, une bonne piqûre de rappel ou un bon, tu vois, pour un électrochoc, mais sans trop de dommages pour l'instant, évidemment. Hein, tout n'est pas nécessairement complètement contrôlé. Il y avait des raisons spécifiques pour lesquelles les banques en question ont connu les difficultés qu'elles ont connues. Et ça aurait dû être pris en compte dans la réglementation. Donc, il y a là une leçon un peu hein, dans ce qu'on conçoit comme étant des institutions financières dites systémiques ou non systémiques. Il y a là, on voit bien que ça a ses limites, la manière dont on définit une institution systémique avec les risques que ça comporte. Maintenant, pour votre question, comme je l'indiquais, il est possible que l'effet en retour, parce que là, les banques soudainement veulent être plus prudentes et elles-mêmes resserrent considérablement, et c'est ce qu'on est en train de constater. Donc, il est possible que du coup, des augmentations de taux d'intérêt des banques centrales aient un effet un peu plus marqué, un peu plus rapide dans les prochains mois, qui du coup pourrait éviter d'avoir besoin des hausses supplémentaires. Mais c'est un peu trop tôt pour le juger. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. On commence par Mathieu Lefebvre.
Au micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, dans un contexte où l'inflation globale demeure bien supérieure aux objectifs des banques centrales. Et de ce point de vue, en matière de politique budgétaire, vous observez que les mesures prises l'an passé dans de nombreux pays ont permis d'amortir l'impact sur les ménages et les entreprises, avec pour certaines plus de 2% du PIB, et c'est le cas notamment en France. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le retrait progressif de ces mesures se justifie et que l'effort de soutien doit désormais se poursuivre de manière ciblée, comme vous semblez l'expliciter ? Corrélativement, vous considérez que le recours massif au plafonnement des prix ou aux baisses de TVA est coûteux et affaiblit les incitations à réduire la consommation. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les exemples internationaux sur la base desquels vous étayez ce constat ? S'agissant des politiques structurelles, vous incitez à plus de réformes permettant de réduire les contraintes sur le marché du travail et à stimuler la productivité. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels seraient, selon vous, les obstacles à la fois à l'entrée et à la sortie des entreprises sur les marchés pour améliorer la concurrence et l'investissement ? Enfin, pour compléter ce qu'a dit le rapporteur général sur le volet industriel, le ministre Bruno Le Maire a présenté lundi les premières pistes d'un projet de loi Industrie verte qui vise à répondre pour partie à l'IRA américain. Est-ce que vous considérez que la réponse est à la hauteur des enjeux ? Est-ce que vous considérez par ailleurs que des négociations doivent être poursuivies avec la Commission européenne, à la fois pour favoriser les entreprises françaises dans la commande publique, mais également pour favoriser la relocalisation et l'implantation de sites industriels bas carbone dans notre pays ? Merci. Jocelyn de Signy pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues. En 2021, portées par une forte reprise pandémique, les entreprises du CAC 40 ont dégagé des profits records, près de 160 milliards d'euros contre 100 milliards en 2007, précédant le plus haut historique. Selon une étude publiée en août 2022, ces résultats ont conduit à une distribution de plus de 44 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires au cours du deuxième trimestre de l'année. Le mois dernier, la BCE a mis en exergue le poids des profits des entreprises dans l'inflation observée dans la zone euro ces 10 derniers mois au détriment des consommateurs et des salariés. Selon ces calculs basés sur les données d'Eurostat, plutôt que les coûts de main-d'œuvre et les taxes, ce sont les bénéfices qui ont représenté la part du lion des pressions sur les prix de la zone euro depuis 2021. En France, à partir du troisième trimestre 2022, alors que les prix de l'énergie et des matières premières refluaient, les entreprises ont reconstitué leurs marges en relevant leurs prix au-delà du seul réenchérissement de leurs coûts. De fait, les entreprises auraient participé à l'inflation. Secteur de l'énergie et des transports pris en compte, elles auraient contribué pour 37% à l'augmentation des prix jusqu'au quatrième trimestre 2022. La première question est alors de savoir dans quelle mesure les entreprises françaises ont alimenté l'inflation en augmentant leurs marges. Par ailleurs, en période d'inflation, un profit nominal peut correspondre à une perte réelle. Plus les taux d'inflation montent, plus les profits apparents peuvent donc induire en erreur les parties prenantes en laissant croire à une situation des entreprises en meilleur état qu'elles ne le sont. Les calculs d'inflation pouvant amener à la sous-évaluation très forte de certains actifs, par exemple les actifs immobiliers. Pourriez-vous nous donner votre éclairage sur ce point, de savoir si l'inflation ferait gonfler artificiellement les profits ? Je vous remercie. Merci. Damien Maudet pour France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, pourquoi tout augmente sauf les salaires ? C'est quand même la question qu'on nous pose assez régulièrement. Et c'est vrai qu'en lisant le rapport sur les perspectives économiques, on a quelques éléments de réponse. Tout d'abord, sur les aides aux ménages, il est préconisé une réduction opportune du niveau global des aides qui pourrait notamment contribuer à la réduction de la consommation d'énergie, ce dont je doute. Et sur la politique monétaire, les politiques monétaires doivent rester restrictives jusqu'à ce que l'on observe des signes clairs de réduction durable des tensions inflationnistes sous-jacentes. Des nouvelles hausses des taux d'intérêt restent encore nécessaires dans de nombreuses économies. En bref, alors qu'on est en pleine crise et qu'une partie de la population s'appauvrit, l'OCDE semble proposer ou préconiser donc d'augmenter les taux d'intérêt, casser la demande, donc freiner les investissements, donc réduire les embauches, éventuellement augmenter ou stabiliser le chômage, et in fine, tout ça, ça crée une pression donc sur les salaires. Dans le fond, si tout augmente sauf les salaires, c'est parce que beaucoup, et quand on lit votre rapport, on a le sentiment que c'est aussi votre cas, sont convaincus
qu'augmenter les salaires, ça ferait augmenter l'inflation, et c'est ce que disait le président Coquerel tout à l'heure, comme si vous craigniez une boucle prix-salaire. Pourtant, le FMI, donc le Fonds monétaire international, dit que cette boucle prix-salaire n'existe pas. Et surtout, on a le sentiment, quand on regarde les marges d'entreprise, les profits, même les dividendes, que la boucle qui existe, c'est la boucle prix-profit. Au troisième trimestre, par exemple, en France, les salaires réels ont baissé de 3%, alors que les marges d'entreprise, elles, ont augmenté. On regarde l'énergie, on regarde le transport, les prix explosent, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, parce que les profits, eux, explosent. Alors, du coup, ma question est simple, c'est alors que les profits montent, mais que les salaires réels diminuent, pourquoi continuer à mettre la pression sur les salaires plutôt que sur les profits ? Merci. Patrick Hetzel pour Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais évidemment, Monsieur le Directeur, vous remercier d'abord pour votre présentation et puis nous permettre d'échanger avec vous au sujet du rapport récent de l'OCDE. Au nom de mon groupe, je voudrais revenir évidemment sur ce rapport et plus précisément ce qui est indiqué quand le rapport indique qu'il faut évidemment renforcer le ciblage des mesures de soutien budgétaire et je cite, les mesures visant à atténuer les conséquences de la hausse des prix de l'énergie devraient être ciblées, temporaires et ne pas remettre en cause les incitations à réduire la consommation d'énergie. Et un peu plus loin, il est précisé, il convient de se garder de stimuler encore la demande de manière persistante dans un contexte d'inflation élevée. Donc, quand on regarde précisément, il y a tout un travail qui est fait par l'OCDE consistant à dire attention à la question de la soutenabilité budgétaire et plus précisément, s'il faut un retrait progressif, si nous revenons à la situation française, la question que je souhaiterais vous poser, un certain nombre de choses ont été faites. Il y a des mesures gouvernementales. Quel est l'avis que vous avez au titre de l'OCDE sur la situation française, c'est-à-dire sur les mesures qui ont été prises et sur ce qu'il conviendrait de faire, je dirais, en termes de ciblage et de retrait progressif de ces mesures. Je vous remercie. Merci. Luc Gesmar pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Votre exposé sur les questions de conjoncture économique m'a éclairé sur de nombreuses thématiques. Cependant, au nom de mon groupe démocrate, nous aurions besoin d'éclairages supplémentaires. Selon le rapport intermédiaire de l'OCDE de mars 2023, l'inflation devrait se modérer progressivement en 2023 et 2024, mais rester supérieure aux objectifs des banques centrales jusqu'au second semestre 2024 dans la plupart des pays. Dans les économies du G20, l'inflation globale devrait reculer de 8,1% en 2022 à 4,5% en 2024. Dans les économies avancées du G20, l'inflation sous-jacente devrait s'établir en moyenne à 4% en 2023 et à 2,5% en 2024. Quelle est la différence que vous effectuez entre inflation globale et inflation sous-jacente? Quels sont, selon vous, les outils les plus efficaces afin de lutter contre l'inflation en dehors d'une augmentation des taux directeurs au sein de la zone euro? Merci. Merci. Philippe Brun pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, j'ai 4 questions. La première, votre rapport appelle à une meilleure régulation des marchés financiers, meilleure régulation bancaire pour se prémunir de la contagion. Avez-vous des propositions plus précises en ce sens? Deuxième question, vous recommandez des aides contre l'inflation mieux ciblées que les plafonnements de prix et les baisses de TVA. Avez-vous vu dans d'autres pays des mesures qui vous ont semblé intéressantes et plus efficaces? Troisièmement, dans le paragraphe 30 de votre rapport, vous recommandez une forme de blocage des prix des premiers biens consommés. En tout cas, ce que j'en ai compris. Si c'est bien ce que vous avez en tête, quelles sont les modalités que vous proposez? Et enfin, vous évoquez le risque d'une boucle prix-salaire. Mais s'agissant de la zone euro, on voit bien dans les graphiques 6B et 7A de votre rapport
que la croissance des salaires a bien été inférieure à l'inflation. Merci. Félicie Gérard pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Le sujet qui nous mobilise aujourd'hui est vaste. Il n'en est pas moins majeur pour notre pays et pour notre continent. Rarement le monde a connu de tels chocs à la suite. D'abord la crise sanitaire qui a mis le monde et la croissance à l'arrêt. Ensuite l'agression russe en Ukraine qui a fragilisé et déstabilisé les marchés, notamment ceux de l'énergie et de l'agroalimentaire. La croissance mondiale a ralenti depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous le démontrez vous-même dans une de vos études. En 2022, elle est de 3,2%, inférieure d'un point par rapport à 2021. Cette guerre menée par la Russie en Ukraine a des effets directs sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Selon vos prévisions, cette dernière participerait encore à ralentir la croissance en 2023 et en 2024. La guerre que la Fédération de Russie a décidé de mener à l'encontre de l'Ukraine a généré un choc majeur sur les prix de l'énergie au niveau mondial. Selon une étude sur les perspectives économiques que vous avez menées, les prix de l'énergie n'avaient pas connu une telle fluctuation depuis les années 70. Malgré la progressive baisse du coût de l'énergie qui a permis une légère amélioration des perspectives mondiales, les tarifs restent élevés par rapport à l'avant-guerre et grèvent les niveaux de vie partout sur la planète. En France, le gouvernement se mobilise pour atténuer les effets de ces augmentations des prix de l'énergie et de l'inflation sur les produits alimentaires. Ces politiques nous permettent de préserver au mieux le pouvoir d'achat. Elles assurent par ailleurs l'attractivité de notre pays au sein de l'Union européenne et à travers le monde. Cette conjoncture économique complexe n'entame pas pour autant totalement la confiance des entreprises et des ménages, signe d'une dynamique positive pour l'avenir. Mes questions sont donc les suivantes. Quelles perspectives attendre dans les prochains mois en la matière et comment, selon vous, la France résiste-t-elle comparativement aux autres pays à cette succession de crises? Je vous remercie. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Directeur, pour votre présentation. L'OCDE a longtemps été en pointe sur la question des indicateurs alternatifs au PIB, avec notamment la publication du rapport « Au-delà du PIB, mesurer ce qui compte pour les performances économiques et sociales » en 2018. Dans le même sens, les écologistes avaient fait adopter en France dès 2015 une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse visant à évaluer nos politiques publiques à l'aune d'indicateurs de santé, d'éducation, d'inégalité de revenus et d'empreinte environnementale, indicateurs qui sont suivis par l'INSEE, mais dont malheureusement le gouvernement ne s'empare pas comme outil de pilotage. J'ai écouté votre point de conjoncture et de nouveau, il n'est plus question que de croissance du PIB, d'inflation et d'indicateurs purement économiques. Donc pourriez-vous nous faire un point de conjoncture en matière de santé, d'empreinte carbone, d'inégalité de revenus, de situation de la biodiversité, de préservation des espèces, de taux de pauvreté et de niveau d'éducation, ce qui nous paraît au moins aussi important que le PIB. Merci. Michel Castellani pour le groupe Lyot. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur adjoint. Merci d'abord pour votre présentation. Je voudrais évoquer l'Inflation Reduction Act américain qui est clairement protectionniste et qui crée d'ailleurs le risque de voir le nombre de délocalisations d'Europe croître et par la même occasion, bien sûr, amoindrir les richesses européennes et l'emploi. On sait que l'Union européenne a répondu en modulant un certain nombre de mécanismes d'État et le Fonds pour l'innovation. La question est la suivante. Pensez-vous que nous allons vers une course à la subvention et à l'avantage fiscal? Deuxième point, nous observons que les cours des taux directeurs fixés par la BCE suivent quasi mécaniquement ceux de la Fed. Pensez-vous que l'Europe fait suffisamment preuve de souveraineté sur la scène internationale dans l'orientation de ses choix monétaires? Et enfin, je voudrais faire une remarque, ce n'est pas une question, c'est une remarque. J'observe que sur le dossier des retraites, le secrétaire général Mathias Cormann a invité le gouvernement français je cite, à rester sur sa ligne et à aller jusqu'au bout. Alors je comprends qu'il est dans votre rôle de délivrer des analyses, des commentaires sur l'actualité économique et financière, mais pour ce qui est de la politique intérieure, je n'étais pas au courant. En toute hypothèse, je considère que nous sommes là aux limites extrêmes du domaine de compétence de ce que devait être le rôle de l'OCDE. Voilà, c'était une remarque. Merci. Merci. Une petite question. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions après? En dehors de M. Lacresse. Donc je propose que M. Lacresse fasse son intervention. Comme ça, vous répondrez globalement. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur adjoint. L'OCDE s'est longtemps spécialisée outre les analyses de conjoncture sur les déterminants structurels de la croissance.
En l'occurrence, derrière les variations conjoncturelles, on a une forte augmentation du niveau de vie aux États-Unis ou dans d'autres économies. Mais aux États-Unis, elle semble vraiment caractérisée par l'appropriation des gains de l'innovation technologique, notamment sur la côte ouest, à une époque où l'intelligence artificielle explose dans l'actualité. Alors, est-ce que les analyses qui autrefois avaient cours sur l'idée de rattrapage possible d'économies un peu moins investies dans la technologie que les économies avancées ont toujours cours? Est-ce qu'il est toujours pertinent de penser que nous devons soutenir l'innovation et surtout l'entrepreneuriat de façon à capter les gains économiques de l'intelligence artificielle et des autres technologies qui aujourd'hui semblent procurer, notamment aux États-Unis, un gain important? Merci. Voilà, monsieur le directeur adjoint, je vous laisse répondre à ces questions. Ce sera votre conclusion également. Merci pour l'ensemble des questions très pertinentes. Encore une fois, il y en a certaines que je vais répondre dans l'ensemble, certaines notamment qui concernent plus spécifiquement les politiques en France. Ça va être plus difficile parce que je ne suis pas particulièrement ce qui se passe en France. Juste un mot sur les politiques de soutien face à la crise. Ce qu'on dit essentiellement, c'est que les mesures qui ont été mises en place dans l'ensemble, mais je pense que ça s'applique à la France, étaient tout à fait appropriées au moment où la crise est arrivée, parce qu'il fallait aller vite. Et quand on recommande de cibler, c'est pas si simple. Hein? C'est cibler qui doit être... parce qui est principalement affecté. On peut toujours cibler sur les bas revenus, et c'est sûr que c'est une bonne partie de l'idée de cibler, mais selon qu'on regarde l'effet de la hausse des prix, du pétrole ou de l'énergie en ensemble, pour le secteur de l'énergie, donc chauffage, ça peut être un groupe de ménages qui est plus affecté. Pour le transport, c'est moins évident. Ça peut être d'autres ménages plutôt hors des villes, dans les zones périurbaines, voire dans les zones rurales. Mais justement, on est en train de faire un rapport assez exhaustif sur toutes les mesures de soutien, des exemples qui ont été pris qui ont été mis en place dans les pays. Il y a des études, des cas ciblés sur certains pays. C'est vraiment un travail exhaustif. Il est en cours et va être très certainement prêt et publié, circulé au moment de notre prochaine livraison des prévisions économiques. L'idée du ciblage, il y a deux facteurs. Un, c'est le coût fiscal, le coût budgétaire, hein, évidemment. Et en France, le coût se situe un peu dans la fourchette haute, c'est-à-dire si on tient compte de ce qui a été fait en 2022 et ce qui est prévu en 2023, on est de l'ordre de 4,5% du PIB. C'est pas mal au-dessus c'est un peu deux fois la moyenne un peu entre les pays d'OCDE. Mais évidemment, si on s'en tient aux pays européens qui ont été plus durement impactés, c'est comparable à ce qui a été fait dans beaucoup de pays. Et encore une fois, je pense que c'était tout à fait approprié au moment et dans la forme que ça a été fait, étant donné la nécessité de répondre à la crise. Ce qu'on va proposer, enfin suggérer, c'est d'essayer de mieux développer des outils numériques pour être capable de mieux identifier quels sont les ménages les plus vulnérables, les plus impactés, et de passer à des mesures qui ne sont pas nécessairement liées uniquement à l'énergie, mais de façon un peu moins liée à l'énergie. Le deuxième facteur, évidemment, c'est que en agissant, en freinant la hausse des coûts de l'énergie, notamment évidemment l'énergie fossile, ça brouille un peu les messages qu'on cherche à envoyer pour la transition écologique. Et donc là-dessus, il y a quelques exemples de choses qui ont été faites. Par exemple, en Allemagne, ce qu'ils ont fait, c'est aussi compenser les entreprises pour la hausse des coûts de l'énergie, mais ils l'ont fait seulement sur 80% de la consommation moyenne des années précédentes, des 1 ou 2 années précédentes. Et donc, du coup, il restait un 20% où les firmes et les ménages avaient une incitation à quand même baisser. Et on a vu une forte baisse de la demande de l'énergie en Allemagne, mais aussi généralement en Europe, qui a pu contribuer évidemment au fait qu'on est dans une situation beaucoup plus favorable et qu'on a moins utilisé les stocks, les réserves de gaz ou de pétrole que ce qui aurait pu être craint. C'est effectivement vrai également que
ce serait totalement erroné de dire que c'est les salaires qui ont contribué à l'inflation. Ce qui a contribué à l'inflation, en premier lieu, c'est l'explosion des coûts de l'énergie. Mais c'est vrai que quand on décompose, et ça, on en aura plus de détails, effectivement, dans la prochaine livraison, les coûts unitaires du travail et les coûts unitaires du capital, les deux ont, d'une certaine manière, contribué à la hausse de l'inflation, ou ont augmenté, on va dire. Effectivement, et on le voit, effectivement, les marges de profit ont augmenté. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il se passe un phénomène qui se passe de manière régulière, c'est que d'abord les marges se rétablissent ou augmentent, et que effectivement, on voit après la traduction de ce phénomène dans les hausses de salaire, pour qu'on passe de hausses de salaire qui, pour l'instant, restent négatives en termes réels, qui puissent être positives. Ceci étant, il faut garder à l'esprit qu'il y a eu un choc de revenus, un choc d'offres. Un choc d'offres parce que pour toutes les firmes, l'augmentation et beaucoup de petites et moyennes entreprises. Un choc de revenus parce que quand même la France dans son ensemble reste dépendante de l'étranger pour une bonne part de son énergie autre, en tout cas que nucléaire, et que ce choc doit être absorbé en quelque part. Il ne peut pas juste être neutralisé complètement. La question de comment il est absorbé. Et donc, quand on compare, quand on regarde pour les salaires, il faut toujours garder aussi un œil sur la productivité. Et c'est ça qui peut conduire à une augmentation plus pérenne des salaires. Mais je dirais que s'il y a eu une impression qu'on mettait en exergue un risque de boucle prix-salaire dans notre dernière, je pense que ces risques-là sont beaucoup moins importants maintenant. Nous semblent beaucoup moins importants, mais justement parce que la politique monétaire qui a pris un peu de retard à réagir, et donc, parce qu'au départ, on pensait phénomène transitoire, mais finalement, c'est resté quelque chose de plus les taux d'intérêt ont un impact sur la demande, ça c'est clair, et on a un impact après, ça réduit, mais l'inflation aussi. Donc, le fait de dire, pourquoi est-ce qu'on maintient des taux d'intérêt aussi élevés? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant, ça y est, l'inflation semble montrer des signes? Elle est encore assez généralisée, assez résiliente. Je dirais effectivement qu'il n'y a peut-être pas besoin de se reposer la question, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin dans les taux d'intérêt, mais peut-être aussi de dire qu'on peut maintenant les baisser, ça y est, la page est tournée. C'est de risquer de pas finir le travail sur l'inflation. Et oui, l'inflation aussi a des effets sur la demande, a des effets sur le pouvoir d'achat, des effets de... Donc, on n'est pas gagnant avec de l'inflation plutôt que des taux d'intérêt, surtout si après, il faut encore remonter les taux d'intérêt pour réduire davantage les salaires. Merci de nous rappeler que on regarde à l'OCDE bien au-delà des mesures du PIB. C'est vrai qu'on le fait peut-être pas assez souvent. On a tendance à le faire dans des exercices, puis après, on fait nos provisions. Et c'est vrai que ces enjeux-là sont absolument importants de la santé, l'éducation, toutes sortes de mesures qui sont partiellement ou pas suffisamment prises en compte dans le PIB. On fait du travail. On a du travail en cours pour mieux intégrer dans les mesures des comptes nationaux des facteurs de distribution de revenus, des facteurs de stock environnemental. Mais ça, c'est un exercice qui prend du temps. Entre-temps, c'est vrai qu'on a développé un ensemble d'indicateurs de bien-être qu'on utilise par ailleurs dans beaucoup d'études, quand les études pays sont faites. Mais effectivement, pour l'instant, c'est vrai, quand on parle de conjoncture, on a tendance à se rabattre sur le PIB et on retient la remarque, effectivement, qu'on pourrait aussi rappeler qu'il y a ces autres dimensions qui sont importantes, notamment alors qu'on cherche à faire vraiment une transformation vers des économies à faible carbone et plus respectueuses de l'environnement et qui soient le plus inclusives possible. Est-ce qu'il y a un risque de course aux subventions? Je pense que oui. Encore une fois, un peu dans
la lignée de ce que j'avais répondu un peu précédemment. Il y a un côté qui est nécessaire et utile, je pense, aux subventions pour permettre à des technologies de voir le jour, des technologies vertes. Maintenant, effectivement, une course désordonnée, non coordonnée, c'est là que je pense qu'il y a un besoin de coordination au niveau international pour éviter que, effectivement, tout le monde se lance dans le même genre de cible, le même genre de technologie. Ceci dit, on continue à penser qu'il y a un besoin, qu'il y a un intérêt à développer l'innovation et l'entrepreneuriat en Europe. Même si souvent on voit moins, on constate moins l'Europe ou des firmes européennes être, disons, à la tête de grandes technologies qui ont perturbé, qui sont venues comme des disruptions sur les... Mais il y a quand même beaucoup d'innovation qui se fait en Europe. Une des principales firmes responsables des semi-conducteurs très avancés est une firme néerlandaise, et donc c'est une firme européenne. Continuer à adopter des politiques qui créent un écosystème favorable à l'innovation est absolument essentiel et fondamental, parce que ça touche à un autre point. Toutes mesures qui peuvent favoriser une croissance plus soutenue de la productivité et de l'emploi, donc de l'offre globalisée, est un des autres facteurs qui permet de réduire l'inflation en dehors des outils de taux d'intérêt. Donc, jouer sur la demande, mais aussi jouer le plus possible sur l'offre, essayer de relancer la productivité est tout à fait approprié. Je m'arrête ici pour l'instant. Merci bien, Monsieur le Directeur général adjoint. Je vous remercie de vos propos et vos explications. On se retrouve à 15h pour l'audition de M. Pierre Moscovici sur l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de programmation militaire pour les années 2024-2030. Chers collègues, je vous remercie. À bientôt. À cet après.